J'y vais. Bon, tout d'abord, merci de bien vouloir m'accueillir au nom de Valérie Pécresse. Et je viens me présenter devant vous ce qui est une forme de révolution de la gouvernance française, à savoir la République des territoires, la révolution par les territoires. Je ne suis pas venu vous parler d'une 6e République, je ne suis pas convaincu qu'elle soit la réponse à tous nos maux, mais d'une nouvelle forme de gouvernance française. L'idée étant la suivante, il est temps d'avoir une meilleure répartition des rôles entre ce que fait l'État central, assumer ses compétences régaliennes, la sécurité, la justice, la politique migratoire, la diplomatie, la défense, la préparation de l'avenir, mais pour le reste, de donner davantage de liberté, de responsabilité, de compétences dans les territoires, aux territoires, à savoir à la fois les communes, les intercommunalités, les départements et les régions, au titre d'une très grande et nouvelle loi de décentralisation, certainement au moins aussi ambitieuse que n'étaient les textes de 81-82, mais aussi d'envisager également une réforme de l'État par les territoires et dans les territoires, c'est-à-dire une nouvelle étape de déconcentration sans précédent. Et c'est aussi une nouvelle politique de réaménagement du territoire français, de façon à ce que nombre des investissements qui sont faits ne soient pas seulement concentrés sur la partie parisienne, métropole parisienne. Et il ne s'agit pas dans notre esprit d'opposer Paris et province, ce serait stupide et contre-productif. Il ne s'agit pas non plus d'opposer les métropoles à la ruralité, ça n'a aucun sens. Mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir dans ce train du développement français à la fois des locomotives comme les métropoles, mais également d'avoir les villes moyennes, les centres-bourgs et la ruralité. Certaines métropoles sont mieux disantes que d'autres sur la façon d'irriguer le territoire et d'entraîner parfois tout un département, toute la partie ville moyenne, centre-bourg, ruralité. Mais force est de reconnaître que ça n'est pas le cas partout. Alors tout d'abord, tout ce qui relève de la vie quotidienne doit faire l'objet d'un transfert de compétences massif. Est-il normal aujourd'hui que pour la santé, les élus ont les solutions, en partenariat, en co-construction avec les acteurs de santé, ils ont les solutions. Mais ils ont comme interlocuteurs les agences régionales de santé. Or, sans faire de procès facile, les agences régionales de santé, quand le directeur de l'agence régionale de santé se lève le matin, entre faire bien et faire mal, il préfère faire bien. Mais quelle est sa marge de manœuvre entre les consignes, les directions, les directives qui sont données à la fois par le ministère, avenue de Ségur, et surtout par Bercy avec les contraintes budgétaires? Voyez pourquoi il est très important, si l'on veut avoir un véritable tandem efficace, à la fois de transférer des compétences aux collectivités locales, mais aussi très clairement de donner à l'État dans les territoires un véritable rôle. Ce qui veut donc dire une réflexion complète et une rénovation du rôle des préfets de département, qui doivent donc devenir, sous l'égide bien sûr des préfets de région, investis de compétences et de moyens qui sont aujourd'hui attribués au ministère, aux administrations centrales. C'est cela dont on a aujourd'hui profondément besoin. Alors, je vous ai parlé de la santé. En matière d'éducation, nous avons besoin de contrats éducatifs territoriaux. Nous avons besoin également, en matière de logement, comment peut-on imaginer aujourd'hui que la loi SRU soit si uniforme, incapable de faire la différence entre les maires qui ne veulent pas construire et les maires qui ne peuvent pas construire? Comment imaginer que sur toutes ces questions, on soit obligé d'aller pleurer auprès d'un ministère du logement, alors même que les crédits devraient être également davantage disponibles dans les territoires, sous forme de droit de tirage ou pas, comme vous l'entendez, mais toujours est-il que nous avons clairement de vraies marges de progression en la matière. Je pourrais décliner à l'infini, si tant est que l'on intègre bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour l'État d'être absent. Je suis intimement convaincu que la France, sans l'État dans les territoires, ça ne peut pas fonctionner, mais qu'on a besoin d'interlocuteurs qui soient habilités à agir avec la responsabilité pour agir. Sur la question des infrastructures de la politique de réaménagement du territoire, je pense que sincèrement, sur toute la partie à grande vitesse, grande partie, la majorité du travail était faite. Pas encore totalement, il reste des lignes à grande vitesse. Mais pour le reste, le réaménagement du territoire se fera aussi forcément dans les lignes ferroviaires du quotidien. Là, ce n'est pas le président de région, c'est le porte-parole de Valérie Pécresse qui intervient, mais chacun voit bien les difficultés. De la même façon, en matière de route, nous savons que si les investissements massifs ne sont pas faits dans les années qui viennent, notre réseau routier national, mais aussi départemental, ressemblera furieusement à certains États américains ou à certaines provinces britanniques dans quelques années. Et il y a aussi des infrastructures qui ne se voient pas, l'eau et l'assainissement.
Mais comme l'eau paye l'eau, si l'État ne participe pas dans les années qui viennent à des investissements massifs, nous aurons de vrais problèmes d'approvisionnement dans certains endroits et nous aurons une explosion de la facture d'eau pour les particuliers, ce que les gestionnaires que vous êtes n'avaient pas envie de subir ou de voir subir par nos concitoyens. Voilà ce qu'il y a dans le cœur ou dans l'essence de la République des territoires, mais pour ça, il faut aussi un pacte de confiance. Transférer des responsabilités sans les moyens, ça ne peut pas fonctionner. Ce que nous voulons très clairement, c'est sortir de la défiance qui existe depuis maintenant 5 ans, ça s'est caractérisé depuis 5 ans, parce que quand je vous parlais d'une nouvelle gouvernance, nous partons avec Valérie Pécresse d'un constat. Un pays de 68 millions de Français ne peut pas être dirigé par un homme seul, ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. C'est la raison pour laquelle il nous faut avoir ce pacte de confiance, et derrière ces compétences, il y a aussi la question clairement des moyens qui sont attribués. Et ce que nous voulons faire, j'aurai certainement l'occasion d'y revenir, c'est l'anti-pacte de Cahors. Parce que, vous l'avez aussi certainement vu, pardonnez-moi d'en parler, mais j'ai tendance à croire que dans les principales forces de gouvernement, elles sont incarnées à la fois par M. Macron et par Valérie Pécresse, j'ai vraiment la conviction que ce qu'il y a dans le projet du président sortant, c'est à nouveau 15 milliards d'euros d'économies à faire qui ressemblent furieusement à ce qu'il y avait dans le pacte de Cahors. Non seulement nous n'avons pas l'intention de passer outre ce système de libre administration des collectivités territoriales, mais nous sommes convaincus qu'il faut déroger à la logique de l'annualité budgétaire pour donner vraiment les moyens aux collectivités locales, toutes les collectivités locales, de pouvoir faire des projets, tant pour l'investissement que pour le fonctionnement. C'est ce que nous appelons justement la logique anti-Cahors, avec ce pacte qui sera signé avec les différents représentants d'associations d'élus. Le tout dernier point, nous l'avons aussi indiqué, République des territoires, c'est pour commencer une République des maires, mais ce qui veut dire que j'ai conscience, j'étais moi-même président d'intercommunalité voilà encore quelques mois, c'est qu'il y a un principe auquel rien ne résiste, l'union fait la force. Et je ne vois pas comment on pourrait revenir en arrière sur le fait intercommunal ou sur le fait métropolitain. La seule chose, la seule limite, c'est que les maires, et nous le savons bien, ne veulent pas devenir des maires d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille. Il y a aujourd'hui dans les textes des outils, mais il y a surtout une pratique intercommunale qui fait que les maires se sentent respectés, mais que nous devons bien veiller à ce qu'il n'y ait pas dans les années qui viennent de fuite en avant qui pourrait freiner le fait intercommunal du fait du sentiment de délitement du fait communal. C'est aussi ce point que je voulais évoquer, j'ai l'occasion déjà de l'évoquer avec un certain nombre de responsables d'intercommunalité ou de métropole, mais je voulais aussi en toute franchise vous dire quelles étaient nos intentions en la matière. Je ne veux pas être loin, Président. Alors, notre collègue Virginie Carolo-Luttrot va maintenant vous poser les 3 questions qui sont posées à chacun. Bonjour. Je suis bien embêtée avec mes candidats parce qu'à chaque fois, vous déflorez le sujet un petit peu au préalable. Mais si vous le souhaitez, vous précisez votre pensée autour des relations entre l'État et les collectivités, même si vous avez abordé les questions de déconcentration et de décentralisation. Et puis peut-être aussi aller plus loin avec cette deuxième question que j'enchaîne sur la place des grandes villes, de l'urbain et des intercommunalités aux côtés des départements et des régions. Être un peu plus précis sur ce sujet-là. Alors, sur la question du mode d'élection, le premier tandem qui vient spontanément à l'esprit, c'est maire-intercommunalité, bien évidemment, et c'est aussi pour ça que je voulais poser cette remarque à la fin de mon intervention. En revanche, je pense que pour l'action, il y a 2 formes de tandem. Il y a le tandem de proximité, maire-département, et il y a un autre tandem, qui est le tandem région, grande région diront certains, et intercommunalité. Je le vois là d'expérience. Je ne parle pas de mon expérience passée en tant que président d'intercommunalité, la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois, mais bien de président de région. C'est là où nous avons les bonnes articulations, notamment en matière économique, avec la répartition qui intervient sur le foncier, sur les bâtiments, qui intervient pour le reste. Mais je pense que là, nous pouvons aller plus loin, surtout qu'on le voit bien, une forme de révolution doit s'entreprendre sur la question de la formation professionnelle, des aides économiques. Et là, je pense qu'elle est là, la bonne articulation. Et on ne m'empêchera pas de penser que sur les transitions écologiques, environnementales, c'est aussi avec ce duo, ce tandem, que les choses doivent se faire. Les grandes régions, même si je suis un président de région qui ait voulu qu'il y ait un très grand ancrage territorial, il nous manque à notre abord. Les départements offrent un mode d'action, mais c'est avec les bassins de vie. Et les bassins de vie, c'est vous. Les bassins de vie, c'est vous. Et que ce soit sur la logique de l'énergie, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur l'assainissement, que ce soit sur les transports, et notamment aussi sur la logique du dernier kilomètre, je pense que la bonne articulation
elle se fera davantage avec les régions sur nombre de compétences. Dans ce cadre-là, il faut des moyens financiers. On va aborder les questions des finances locales et notamment votre vision peut-être aussi plus détaillée sur la fiscalité locale à mettre en place sur ce prochain mandat. Alors, la première des choses, je vous l'ai dit, c'est donner une véritable visibilité pour ne pas faire des économies sur le dos des régions, des départements, des intercommunalités, des métropoles et aussi des communes. Moi, je suis très attaché, ayant été comme Valérie Pécresse des deux côtés de la barrière, ministre, mais aussi élu local. Les élus locaux savent gérer, parce que jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'on ait changé des choses cette nuit, on n'a pas le droit de voter un budget en déficit, en déséquilibre. Et plutôt que de recevoir des leçons de l'État, je pense que l'État serait bien inspiré d'en prendre auprès des collectivités locales. Donc ce qui veut dire qu'il nous faut clairement définir une garantie pluriannuelle, et donc sur un mandat présidentiel 5 ans. Et d'autre part, Valérie Pécresse souhaite aussi introduire très rapidement une conférence avec l'ensemble des élus pour que l'on puisse affecter une part de recettes de fiscalité dynamique pour chacun des niveaux de collectivité, de façon à ce qu'il y ait une vraie clarification. Vous savez que les départements sont très attachés au DMTO. Ce qu'ils souhaiteraient, c'est peut-être pouvoir revoir le tunnel de fixation des taux. Mais nous sommes déterminés également à ce que les niveaux de collectivité locale ne soient pas, et aussi, je n'oublie pas, métropole, intercommunalité, soient bien dotés de fiscalité qui ne les fassent pas dépendre des seules dotations d'État. Mais quand je vous parle de dépendre des dotations d'État, je pense en tant que président de région que les régions sont celles qui sont le plus serrées par l'État, serrées plus ou moins en fonction de sa bonne volonté ou de sa mauvaise volonté, mais il faut absolument sortir de cela. Donc c'est-à-dire une conférence pour bien déterminer quelle part de fiscalité et d'une fiscalité dynamique chaque niveau est capable de bénéficier pour pouvoir justement faire ses projets. Et pour la partie qui ne relèvera pas de la seule fiscalité, un pacte qui est le pacte anti-Cahors. C'est très clair. Eh bien, écoutez, vous avez le temps pour la carte blanche et ou répondre à l'une des propositions que vous trouvez dans les deux manifestes de nos associations. Une proposition qui est commune chez l'un et chez l'autre, enfin dans chacune des associations, et une préoccupation qui est commune pour ma part, c'est votre pacte industriel. Parce que je suis intimement convaincu qu'au-delà des grands discours sur les ambitions à 2030, ces ambitions ne pourront être satisfaites, cet objectif ne pourra atteindre qu'à deux conditions. Déjà que la clé humaine, le facteur de formation, formation initiale, formation continue, formation reconversion, soit au cœur du projet. Mais ce n'est pas tout. Il nous faut également avoir des territoires qui vont justement accepter cette réindustrialisation. Et ce qui est intéressant, la façon dont vous le notez avec territoire d'industrie, sur le papier comme tout le reste, bon, après, il y a un gros exercice de communication ces temps derniers, mais ce sont les territoires qui sont à même de porter ce projet de réindustrialisation. Il y a une vocation nationale, c'est ce que je disais tout à l'heure, la préparation de l'avenir, c'est l'État régalien. On a besoin de savoir dans quelle direction nous voulons soit rester champion, soit redevenir champion dans les années qui viennent. Mais pour le reste, il n'y a que dans les territoires qu'on peut nouer ces partenariats. La région des Hauts-de-France, pardonnez-moi cet exemple, c'est juste pour illustrer mon propos. Nous avons décidé d'être les leaders dans la batterie électrique. Je ne peux pas réussir, moi en tant que région, si je n'ai pas les collectivités, mais aussi surtout les intercommunalités pour m'aider à porter ce projet. Quand j'ai pu obtenir la première usine de batterie du groupe Stellantis, j'ai dû travailler avec 3 intercommunalités, ça s'est fait très rapidement, ce qui nous a permis d'emporter la partie avec M. Tavares, qui fait peu confiance aux politiques, mais qui était surpris que les politiques travaillent en équipe, avec des intercos de toute sensibilité politique. Mais en 15 jours, on a été capable de mettre les moyens sur la table. Quand j'ai obtenu la même chose pour l'usine du groupe Renault, c'est avec aussi les intercommunalités. Et de la même façon, sur la 3e usine, Vercors, c'est avec justement la communauté urbaine de Dunkerque. Donc vous voyez, c'est là-dessus où on voit bien très clairement qu'il nous faut par contre que l'État central nous lâche la bride sur à la fois le niveau d'aide que nous pouvons mettre en place, l'accompagnement et puis aussi sur autre chose. Et si nous transformions le parcours du combattant pour qu'une entreprise s'installe en France par un tapis rouge, c'est tout à fait possible et il y a ici des élus, je ne vais pas en regarder quelques-uns pour ne pas qu'ils se sentent gênés, qui ont une vraie réussite en matière économique parce qu'ils réussissent à faire le maximum pour faciliter l'implantation. Bien. Il y a la question fiscale, bien sûr, les exonérations, il y a la question aussi de l'accès à la main-d'œuvre, et il y a aussi, d'une certaine façon, la façon dont les uns et les autres savent se mettre en cadre pour faciliter les implantations. Il faut qu'on aille plus loin et qu'on ait la possibilité, les élus avec le préfet, de pouvoir déroger à un certain nombre de réglementations nationales s'il est avéré qu'il y a
un intérêt local et un intérêt économique. Et vous voyez, dans ce pacte industriel que vous proposez, je proposerais même d'aller plus loin pour aménager toute cette partie réglementaire. Et si on fait cela, la réindustrialisation ne sera pas un objectif hors de portée ou un affichage médiatico-politique, ça sera une véritable réalité. Il y a des métropoles, Monsieur le Président, qui continuent à vouloir avoir de l'industrie, et pas seulement dans le domaine aéronautique et spatial. Mais on sait bien aussi que l'industrie permettra le réaménagement du territoire parce qu'elle saura s'installer également dans des villes moyennes ou dans des centres-bourgs. Et là, bien évidemment, c'est ce qui intéresse particulièrement des intercommunalités. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand. Merci d'avoir accepté l'invitation et nous vous remettons les 2 manifestes de nos associations.